de Stonewall. L'entretien militant. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. C'est une nouvelle fois avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour notre entretien militant du Stonewall. Avec moi ce soir pour partager le micro, je serai une nouvelle fois accompagné évidemment par mon fidèle acolyte Pilou. Alors bonsoir Pilou, ravi de te retrouver pour cette nouvelle édition de l'entretien militant. Comment vas-tu ce soir ? Bonsoir Lucas, ça va bien et toi ? Bah écoute, moi ça va vraiment super bien. En plus de ça, on est mercredi. Alors si je compte les jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, il nous reste 5 jours avant la fin du déconfinement. Moi, je trouve qu'on a été vachement patient. Ça a été quand même assez long et on y arrive. On arrive au bout là quand même. Enfin non, la fin du confinement, on espère, mais oui, la fin du confinement, ouais. Oui, je pense que c'est le lapsus. J'espère que c'est pas un lapsus révélateur quand même. Enfin, confinement ou pas, je pense que l'entretien militant est bien là pour prouver que même confiné, il y a des choses qui se passent, des associations qui militent, des collectifs qui débutent. Il y a quand même des choses qui doivent se faire et doivent continuer. Ouais, il y a quand même pas mal de choses qui bougent malgré, comme tu le disais, ce confinement. Alors ce soir, nous avons la joie d'accueillir un beau collectif militant qui rend visible des féministes queer de l'immigration et aussi des quartiers populaires avec pour manifeste donc une lutte féministe intersectionnelle, antiraciste contre les LGBT-phobies et l'islamophobie. Ce collectif de féministes queer issus de l'immigration n'est autre que Mille et une queer. Donc à l'antenne avec nous pour nous en parler, nous avons la joie de recevoir 2 de ses membres qui, pour des raisons évidentes, ont préféré garder l'anonymat. Donc on les appellera Nour et Lina. Alors tout d'abord, Nour et Lina, merci mesdames d'avoir répondu présent à notre invitation. Soyez les bienvenus dans notre émission. Merci à vous pour l'invitation. Non, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit ce soir. Alors, comme je le disais, vous êtes un collectif LGBTQI de l'immigration et des quartiers populaires. Vous menez une lutte contre les discriminations, non pas séparément, mais dans les liens qui se nouent entre elles. Vous vous battez contre les LGBT-phobies, l'islamophobie. On peut dire qu'on vous retrouve un petit peu sur de nombreux fronts. Donc, oui, c'est exact. Non, c'est exactement ça. On vous retrouve un petit peu donc sur tous les fronts. Alors, avant de commencer, j'aurais aimé quand même, je pense que ça aurait été intéressant pour ceux qui vous découvrent, que nous fassions un peu le point sur comment vous est venue déjà l'idée de créer votre collectif, comment cette grande aventure a commencé. Alors, il y a eu un événement fondateur à Paris à l'automne 2018 dans un bar militant féministe et queer. La sociologue Salima Amari a présenté son livre « Lesbiennes de l'immigration, construction de soi et relations familiales ». Ce livre résulte d'une thèse en sociologie où elle interroge une vingtaine de lesbiennes issues de l'immigration maghrébine sur la façon dont elles vivent leur identité homosexuelle, la question du coming out, leurs relations familiales, etc. Ça a été un événement très émouvant et très puissant politiquement, parce que pour la première fois, nous, les lesbiennes issues de l'immigration, on a pu se voir et se découvrir nombreuses. On a pu commencer à se compter, et c'est véritablement la première étape pour qu'un groupe social existe. Suite à ça, on a décidé très rapidement de se revoir dans une réunion en non-mixité de genre et d'origine. Il y avait une vingtaine de femmes de 18 à 45 ans, beaucoup originaires du Maghreb, mais certaines de Libye, de Syrie ou de Turquie. Alors, il y avait des femmes qui venaient des quartiers populaires. On n'était pas forcément toutes issues de la même vague d'immigration. Il y avait des primo-migrantes, d'autres femmes qui étaient de la 3e génération. Et puis, au niveau spirituel, il y avait des femmes qui portaient le voile, qui étaient lesbiennes ou bisexuelles, et d'autres qui se revendiquaient athées. Au-delà de cette diversité, on partageait une expérience commune de discrimination, donc liée bien évidemment à notre orientation sexuelle, mais aussi parfois au classisme, donc au mépris de classe, notamment pour celles qui venaient des quartiers populaires, des expériences de racisme aussi ou d'islamophobie, et puis aussi des points communs sur un certain nombre de difficultés qu'on a pu rencontrer dans nos parcours,
notamment sur la question du coming out, qui a été difficile pour beaucoup, voire impossible pour certaines. On a pris le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire, et puis d'autres femmes nous ont rejoints, et c'est comme ça que le collectif est né, avec donc une double mission, donc créer un espace sûr et confidentiel de dialogue et d'entraide, et deuxièmement, faire un travail pour rendre visibles les lesbiennes issues de l'immigration. Donc on a un collectif tout jeune qui a officiellement 6 mois. D'accord. Donc là, on parle de diversité, on est vraiment dans le sens propre même de la diversité, hein. Quand on vous écoute, c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors, au niveau des missions que vous vous êtes fixées, hein, quelles sont les différentes missions que vous êtes fixées? Vous avez légèrement abordé le sujet, hein, et on l'a évoqué un peu tout à l'heure. Mais si on voulait rentrer un petit peu dans le détail, donc quelles seraient ces différentes missions que vous vous êtes fixées? Alors, une double mission. Il y a une action qui est tournée davantage vers l'intérieur. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, créer un espace sûr et confidentiel de dialogue et d'entraide où chaque membre peut cheminer à son rythme dans son parcours pour s'accepter et puis pour se réconcilier avec tout ce qu'on est, tout ce qui fonde notre identité. Le deuxième aspect, c'est une action qui est davantage tournée vers l'extérieur. Donc, c'est mener des actions de visibilité des lesbiennes issues de l'immigration, avec toujours l'idée de visibiliser les parcours et pas les individus, puisqu'un certain nombre d'entre nous n'ont pas totalement fait leur coming out. Offrir aussi la possibilité de rôle modèle, notamment pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, quand on tape le mot lesbienne arabe dans Google, on est systématiquement dirigé vers des sites pornographiques. Ah ouais, carrément, ouais. Voilà, donc en termes de construction de soi, c'est pas très valorisant. Ben non, pas du tout. Donc, on souhaite participer au travail pour sortir les lesbiennes de l'invisibilité en général, mais aussi les montrer dans leur pluralité, et notamment celles issues de l'immigration. Il y a un dernier aspect qui est important pour nous, c'est de favoriser la convergence des luttes. Mais comme vous le disiez, quand on est lesbienne, issue de l'immigration, des quartiers populaires, musulmanes, on est à l'intersection d'un certain nombre de discriminations potentielles, en tout cas. Dans le collectif, on a des témoignages de personnes qui ont milité dans des associations antiracistes et qui ont subi de l'homophobie. On a aussi des femmes, par exemple, qui portent le voile et qui, elles, ont été victimes d'islamophobie, parfois dans la communauté LGBTQI+. Et donc, voilà. Donc, nous, on souhaite faire converger ces luttes et ne renoncer à aucun des combats qui nous paraissent nécessaires et justes. Et donc, je citerai le féminisme, la lutte contre les LGBT-phobies, le racisme et l'islamophobie. Il y a des signes encourageants qui montrent que cette convergence des luttes, elle commence à se concrétiser. Il y a eu la marche des fiertés en banlieue en Seine-Saint-Denis en juin 2019. Et puis, il y a des collectifs, par exemple le comité Vérité pour Adama, qui travaille par exemple avec Océan, donc qui travaille beaucoup sur la transidentité. Et donc tout ça, pour nous, c'est des signes encourageants. Et on voit qu'il y a une génération de militants des quartiers populaires, de l'immigration, qui intègrent de plus en plus ces questions intersectionnelles. Et nous, on souhaite travailler à ça. D'accord. Donc, vous avez décidé peut-être de vous associer, donc peut-être en partenariat avec d'autres collectifs, d'autres associations, non? Lina, peut-être tu réponds? Oui, enfin c'est notre projet. Effectivement, nous on est un collectif encore tout jeune, donc on a mis un peu de temps à se rassembler et à se construire. Mais c'est vrai que nos projets, c'est de partager avec d'autres associations, notamment, bon, là, la marche des fiertés est peut-être un petit peu reportée, mais Oui. on aurait aimé créer un cortège avec les autres assos queer arabes. Je pense que Nour aussi, tu voulais dire des trucs là-dessus? Sur les différentes associations. Donc, il y avait Shams. Oui. Oui, il y a Shams, il y a les Divines aussi. C'est une association pour les LGBT pour les Afro-Caribéennes qui est née il n'y a pas très longtemps. Il y a le collectif Sésame F
par exemple, pour les LGBTQI+, asiatiques, c'est des collectifs jeunes aussi qui ont émergé récemment dans le paysage LGBTQI+. Donc ça, c'est des collectifs qu'on aimerait rejoindre. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, sur les quartiers populaires et des acteurs qu'effectivement, on va essayer de contacter pour voir comment on peut intégrer toutes ces questions ensemble. D'accord. Je voulais juste me rapprocher de ce que vous disiez par rapport à cette notion d'espoir et ce nouveau regain de nouveaux militants, j'allais dire. On voit de plus en plus de structures collectives ou associatives qui démarrent et qui essaient de faire entendre leur voix. Et je trouve ça je trouve ça assez positif pour l'avenir. Je pense qu'il y a un regain justement de rendre visible ce qu'on a toujours voulu laisser invisible. Tout à fait, oui. C'est exactement ça. Alors, on c'est parlait grâce de... aussi à des médias comme vous, d'ailleurs, qu'on peut accéder à cette visibilité. Donc, alors... en fait, c'est un peu le but de l'émission, et de notre association, puisque, l'association s'est donnée comme, j'allais dire, média et voix à la radio, mais notre association a pour but justement, c'est de donner de la voix à tous ceux qui luttent contre la discrimination au sens large du terme, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais que ça soit des grosses structures nationales, des associations qui ont déjà du vécu, ou des collectifs ou des associations, j'allais dire, plus neuves, qui peut-être ont une autre méthode de lutte, en tout cas dans le discours et dans l'approche du combat, mais malgré les différences, c'est complémentaire. Et c'est pour ça aussi que quand vous parliez de travailler aussi en réseau avec d'autres associations, je pense que c'est une réelle mutualisation des forces qui permettra de faire avancer le combat, aussi, comme vous le disiez, de montrer aussi aux jeunes qui ne peuvent pas s'identifier, vous preniez le cas des lesbiennes sur Google et les sites porno, mais la vraie vie c'est autre chose, et montrer qu'il existe autre chose que ça, quoi. Oui, tout à fait. Pour nous, la convergence des luttes, elle est vraiment très importante parce que finalement, quand on subit une discrimination, les mécanismes à l'origine de ces discriminations, ils sont les mêmes. Donc, quand on travaille ça, qu'on le déconstruit, on se rend compte que, oui, être discriminé parce qu'on est gay, c'est comme être discriminé parce qu'on est noir ou parce qu'on est arabe. C'est comme être discriminé parce qu'on est une femme ou c'est même comme être discriminé parce qu'on vient de classes sociales défavorisées. Donc, le chemin, il faut le faire pour toutes les discriminations. Et il n'y a que comme ça qu'on avancera et qu'on sera plus forts tous ensemble, en fait. Ben oui. Alors, vous parliez de LGBT-phobie, d'islamophobie. Comment ça se traduit finalement au quotidien? Vous parliez tout à l'heure de quartiers, même de quartiers populaires. Comment ça se traduit donc ces LGBT-phobies, cette islamophobie? Moi, je vais peut-être parler de mon expérience. Donc, je suis issue de l'immigration. Je vais parler de l'homophobie. Je suis issue de l'immigration algérienne. J'ai grandi dans un quartier populaire de la banlieue parisienne. J'ai pas vécu mon homosexualité quand j'habitais dans ma cité, donc j'ai pas été confrontée directement à l'homophobie, mais j'ai quand même grandi dans un climat quand même très homophobe. J'ai aussi milité sur la question des quartiers populaires et j'ai aussi été confrontée de la part de certaines personnes, pas toutes bien évidemment, mais à des discours homophobes. Et ça m'a conduit pendant des années durant à cesser mon engagement sur ces questions. Et ce que me permet là le collectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir à la fois ne pas avoir à choisir à lutter soit contre le racisme au détriment des LGBT-phobies, de pouvoir mener tous ces combats à la fois
et aussi d'être totalement moi-même, sans rien renier de ce qui me constitue, c'est-à-dire que oui, je suis issue d'un quartier populaire, de l'immigration, homosexuelle, et voilà, et je suis très, très heureuse comme ça, et dans ce collectif, je peux vivre sans être victime d'homophobie, sans entendre des discours déplacés sur l'immigration ou sur l'islam. Voilà. Après, sur l'islamophobie, malheureusement, c'est des débats récurrents, médiatico-politiques, voilà, qui pointent du doigt toujours la même communauté qu'avant on appelait arabe, et qu'on a de plus en plus essentialisé comme étant des musulmans. Oui. Et ça, c'est assez quotidien. Et nous, on n'est pas dupes là-dessus. On sait que l'islamophobie est très forte en France, mais on sait aussi que c'est aussi parce qu'on a racisé cette religion comme étant la religion des personnes qu'on considère comme arabes, à tort ou à raison. Ils peuvent être berbères. Oui, aussi, oui. Oui. Et puis les discriminations, le racisme, c'est aussi la dernière campagne de testing du gouvernement qui démontre encore une discrimination massive à l'égard des candidats maghrébins. Donc on le vit à la télé, l'islamophobie, le racisme. On le sait à chaque fois qu'il y a des études qui sont faites et qui démontrent des discriminations au logement, à l'emploi, qui sont encore très importantes. D'accord. Je voudrais juste rajouter qu'on voit aussi apparaître justement une instrumentalisation des combats féministes et des combats LGBT pour justement nourrir encore ce racisme et cette islamophobie. Et puis, de l'autre côté aussi, on voit des jeunes issus de nos communautés qui, parce que ce qu'ils ont vu autour d'eux, c'était que du rejet, vont intégrer un espèce de racisme ou eux aussi d'islamophobie, alors qu'ils sont eux-mêmes issus de cette communauté. Nous, on voudrait vraiment être très vigilante là-dessus et travailler pour une identité apaisée. C'est vraiment très important parce que justement, s'accepter et s'aimer, c'est le premier pas. Enfin, c'est quelque chose de vraiment indispensable pour nos fiertés. Oui, Pilou, oui, pardon. Non, mais j'allais dans le même sens, c'est-à-dire que voilà, on connaît tous les notions d'homonationalisme et de fémonationalisme, c'est-à-dire c'est l'idée d'instrumentaliser les luttes féministes et contre LGBT-phobie pour stigmatiser les mêmes communautés, qu'il s'agisse des habitants des quartiers populaires et des musulmans, souvent. Et nous, moi, je disais tout à l'heure, effectivement, j'ai été confrontée à de l'homophobie de certaines personnes dans les quartiers populaires, mais il est bien évident que l'homophobie, on la trouve aussi chez, par exemple, des catholiques de droite qui vont manifester contre le mariage. Et nous, on est aussi vigilants sur cette instrumentalisation. On refuse d'essayer de dire que ce sont uniques que l'homophobie. Le sexisme, c'est le problème des quartiers populaires, c'est le problème des musulmans, c'est le problème des autres. C'est un problème qui nous concerne tous et qui n'existe pas que dans une communauté ou dans une classe sociale. Non, c'est un problème humain. Exactement. C'est un problème humain. Et au même titre, quand on parle de la délinquance, avant tout, où on met une origine ethnique derrière avant de préciser les faits. Arrêtons de mettre les gens dans des cases. L'humain, il y a du mauvais, il y a du bon. Je veux dire, un extrémiste, quel qu'il soit, c'est un extrémiste, c'est avant tout un être humain avec, voilà. Il n'y a pas d'origine là-dessus, quoi. Non, c'est sûr. Surtout que ça a quand même été pas mal théorisé. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est la violence de la personne, comme on l'entend, qui va frapper, combattre contre les policiers, etc. Mais nous, tout ce qu'on ne sait pas en sous-jacent, c'est toute la violence que cette personne a intégrée et que notre société lui renvoie, qui est beaucoup plus insidieuse, en fait. C'est des sujets assez difficiles. Oui, ça me semble assez compliqué. Alors justement, par rapport à tout ça, est-ce que vous cherchez à interpeller finalement nos institutions de façon à faire évoluer les choses, peut-être les lois notamment? Tu veux répondre? Non, vas-y. D'abord, on cherche
à toucher les personnes concernées qui se sentent isolées. Dans les parcours des membres, il y a beaucoup de blessures, d'isolement, des fois d'éloignement ou de rupture avec sa famille, son quartier, sa communauté d'origine, parfois avec sa foi, sa spiritualité. Et donc, en premier, on souhaite toucher les personnes concernées pour qu'elles se sentent moins seules et qu'elles trouvent un espace où elles peuvent apprendre à s'aimer et à être fières de qui elles sont. En deuxième, effectivement, on intervient dans l'espace public à travers les réseaux sociaux notamment, et puis la presse, pour visibiliser donc nos identités multiples, nos parcours. Et en ce sens, il n'y a pas forcément de loi, c'est plutôt faire évoluer les esprits et les mentalités sur ces questions-là. Ce qui est déjà une très très belle chose et déjà un très grand combat. Je pense que c'est même le plus gros des combats. Oui, Pilou. Oui, c'est le premier pas de toute manière. Faire changer les mentalités et le regard de l'autre, c'est le premier pas avant la loi. On voit très bien qu'il y a des lois qui ont été menées. Alors oui, c'est du progrès. On verbalise les actes LGBTophobes et c'est pas pour ça qu'il y en a plus. Je veux dire, la loi les sanctionne, mais c'est les mentalités. Et je dirais que c'est plus l'éducation, des parents sur les futures générations et celles qu'il y a maintenant, où il y a un réel travail à faire dessus, c'est l'évolution des mentalités. C'est surtout ça. Et puis de montrer aussi que, l'humain est composé de plein de facettes et on peut vivre avec plein de facettes différentes, d'origine, de culture, de religion, de philosophie, et être quelqu'un d'à part entière et bien dans ses baskets, quoi. Oui, tout à fait. Et que c'est une richesse, en fait. Ça ne devrait pas être des fardeaux. Ah ben, non, oui, pour moi, c'est une richesse. Hein. Ouais. Oui, pour moi, c'est une richesse. La différence, la différence de l'un, c'est une richesse pour l'autre. C'est le partage de retours d'expérience, de plein de choses. C'est une très grande richesse. Alors, vous parliez de réseaux sociaux il y a quelques secondes, là. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment ? Oui, tout à fait. Alors, on est sur Twitter, on est pas mal actifs. Finalement, on trouve que c'est un bon réseau pour les militants. On a aussi une page Facebook qu'on nourrit en parallèle de Twitter. Bien sûr, il y a notre email, mais si les gens veulent nous contacter et avoir des informations. Et puis, on a pour projet, alors là, on n'a pas encore commencé, on attend un petit peu pour s'y mettre, mais on a pour projet de monter un site avec justement un peu comme un blog où on écrirait un peu nos parcours de vie à chacune, parce qu'on a beaucoup de points communs, mais on a quand même des parcours différents. Et pour bien justement que des jeunes qui sont en train de chercher tombent plutôt sur nos histoires plutôt que sur d'autres choses qui ne sont pas du tout comme vous disiez Nour tout à l'heure, l'histoire des sites porno. En fait, on est tombé dessus en justement voulant chercher des figures lesbiennes arabes et ça nous a vraiment... C'est incroyable. Non, mais ça, c'est incroyable. Bah, oui. Je crois que déjà, à la base, sur le moteur de recherche Google, lesbienne, déjà systématiquement, on tombe... Oui, malheureusement ça a été changé récemment, justement, ça a été changé récemment et bon, on cherchait en toute innocence des figures en se disant bon, on en a quelques-unes, mais on aimerait bien nourrir un peu plus justement notre compte Twitter pour la journée de la visibilité lesbienne et voilà sur quoi on est tombé, on était un peu sidérés. Et j'ajouterais que c'est vrai aussi pour le terme beurette. Si le mot beurette, c'est un des termes les plus recherchés sur les sites pornographiques. Donc, il y a vraiment un travail de déconstruction à faire sur l'imaginaire autour de ce qu'on peut appeler la femme arabe, mais qui inclut évidemment d'autres cultures à tort, berbères, turques, etc., parce qu'on a tendance à nous mettre dans le même sac. Mais il y a beaucoup de préjugés, de fantasmes qui sont très avidisants et qu'on souhaite aussi déconstruire. Forcément, oui. Puis je pense à des jeunes qui se découvrent lesbiennes et qui sont en questionnement, qui vont sur des sites de recherche et qui trouvent comme seule réponse que vous venez d'énoncer, forcément,
ça implique un mal-être et un repli sur soi et ça induit un tas de choses. Oui, tout à fait. Oui, et puis c'est important d'avoir des modèles ne serait-ce que des fois pour comprendre ce qui nous arrive, en fait, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont découvert leur homosexualité tardivement parce qu'il n'y avait pas de personnes homosexuelles dans leur entourage. Et que donc elles n'ont pas pu mettre des mots sur des émotions, sur des sentiments qu'elles ressentaient à cause de cette invisibilité. Oui, bah oui. Je t'ai vu acquiescer, Pilou, tu voulais rajouter quelque chose, non? Non, donc du coup, oui, la petite question pratique, quelqu'un qui voudrait rentrer en contact avec vous, donc vous avez une adresse mail? Oui, alors c'est 1000 et une queer, 1000 le nombre, Oui. 1000 et une queer @gmail.com. Si vous tapez 1000 et une queer en lettres sur Facebook, vous nous trouverez. On a une page publique et on a un compte Twitter. D'accord. Voilà. Où là aussi, on peut être contacté, hein, bien sûr. Oui, d'accord. Donc, 1000 et une queer @gmail.com. Alors, j'ai une autre petite question. Je sais que c'est un peu le nerf de la guerre pour toutes les assos et les collectifs. Si quelqu'un voulait... je suppose que pour faire tourner votre collectif, vous avez besoin de fonds. Pour le moment, la question s'est pas encore posée parce que on est. Ok. Voilà. Mais probablement, à un moment, ça va commencer à se poser, oui. Évidemment. Oui, à ce moment-là, on fera un appel, je pense, effectivement, sur notre page Facebook, par exemple, et sur Twitter. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, alors, je suis plein de questions. Ouais. Vas-y. Alors, n'importe qui de n'importe quel endroit de la France peut vous contacter ou vous avez plus une zone géographique pour l'instant pour votre collectif? Alors nous on est actuellement sur on a des membres à Paris, également à Strasbourg, mais c'est vrai qu'on est un peu plus basé à Paris, mais on est tout à fait ouverte à recevoir des personnes d'ailleurs, ou si d'autres veulent se mettre en contact avec nous pour faire des petites branches dans d'autres villes, et puis qu'on se retrouve régulièrement, une fois par an, ou même un peu plus, à l'occasion des marches des fiertés, etc. On est tout à fait partante. D'ailleurs, en général, on était parti sur une rencontre, un week-end de séminaire par an. On en a fait un l'été dernier à Marseille d'ailleurs. Donc voilà, on est ouverte, qui souhaite nous contacter évidemment est le bienvenu. Hein. Non, c'est important de le savoir pour tous nos auditeurs, hein, puisqu'on est une radio nationale, comme Pilou aime le rappeler assez régulièrement. Donc, c'est important pour nos auditeurs de pouvoir savoir s'ils peuvent vous contacter ou pas. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant, cette histoire de pouvoir vous retrouver au moins une fois par an. Par rapport à votre ressenti, donc, pouvez-vous nous donner un petit peu votre ressenti sur la condition LGBT en France, notamment la condition LGBT issue de l'immigration? Vas-y, non, je te laisse la parole. Je dirais que la condition, peut-être parler de la condition des lesbiennes aujourd'hui, qui, on l'a déjà dit, souffrent d'une invisibilité, même si ça évolue dans le cinéma, ça évolue dans les médias, il y a de plus en plus de lesbiennes. Il y en a très peu, voire pas du tout issues de l'immigration. Il y a Nina Bouraoui, qui est franco-algérienne, mais à part elle, on n'en trouve pas. Et nous, je dirais qu'on a un peu les difficultés communes des autres lesbiennes, par exemple d'accès à la PMA, qui n'est toujours pas officiante en France, mais s'ajoute à ces difficultés qu'on a en commun avec les autres lesbiennes. Le fait d'être confronté, ce qu'on disait, à l'islamophobie, au racisme, aux discriminations, au mépris de classe. C'est plutôt dans il y a une forme d'accumulation en fait. C'est-à-dire que on a ces points communs, ces difficultés communes avec la communauté LGBT, mais on a aussi les autres questions qui sont tout aussi fondamentales pour nous, parce que notre identité, c'est tout autant d'être LGBT puis plus,
que d'être issu d'immigration et des quartiers populaires. Et voilà, et donc sur l'ensemble de ces aspects de notre identité, les difficultés, on les a nommées, mais Oui. voilà. D'accord, très bien. Alors, l'émission, elle passe relativement assez vite, hein. On arrive quasiment au terme de cette émission. Et bien souvent, donc, avant de conclure l'émission, j'ai mon ami Pilou qui a toujours quelque chose à rajouter. Alors, je vais lui donner la parole avant qu'il me dise attends 2 minutes, j'ai quelque chose à rajouter. Comme ça, ce sera fait. D'accord. Ouais, non, j'ai toujours quelque chose à rajouter. Du coup, on se retrouve à l'antenne avec votre collectif le dimanche 17. Avec plaisir. Oui. Vous invitez, oui. Ben oui, on vous avait lancé l'invitation. Bien sûr. Avec d'autres collectifs et d'autres associations, puisque on a fait cette option-là, sachant que malheureusement, on pensait que les rassemblements ne pourraient pas avoir lieu et que même si on devait sortir masqué, c'était pas une raison pour nous cacher la voix. Voilà. Et en tout cas, moi, j'ai été hyper ravi de vous avoir à l'antenne ce soir. Vous parliez de jeunes collectifs qui a 6 mois. Ouais. Nous, on est une jeune radio puisque, on a ouvert ce créneau de radio il y a à peine 3 mois, voilà. D'accord. Après avoir été sur une autre radio en collaboration. Oui. Ouais. Mais on a décidé de prendre les choses en main. Voilà. Donc en tout cas, j'ai eu. Ouais. Voilà. Ah bah super. Et du coup, d'ici 3 jours, pour les auditeurs, si bien qu'on rediffusera cet entretien, vous pourrez retrouver le podcast sur notre chaîne YouTube Les Enfants du Stonewall, où il y a toutes les émissions où interviennent les associations, les collectifs et tout ça. Voilà. J'ai plus rien à rajouter, t'as vu? Non, c'était bien de rappeler le podcast. Ça, c'est aussi important pour tous ceux qui auraient. Voilà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre donc cet entretien du mercredi soir, ou même de le réentendre donc sur les différentes rediffusions. Il y a toujours cette option de pouvoir aller réécouter cet entretien donc sur notre chaîne YouTube. Donc c'est la chaîne Radio Stonewall en fait, hein. C'est pas les enfants de Stonewall, c'est Radio Stonewall, voilà. Et puis donc avoir cette opportunité de pouvoir réécouter l'entretien ou les différents entretiens qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir. Alors nous, Pilou, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel entretien militant. On se retrouve aussi demain pour les news du Stonewall. Et puis oui, c'est ça. Et puis donc moi aussi, je voulais vous remercier à Mylène Queer d'être intervenue, Nour et Elina qui est intervenue ce soir. C'était très enrichissant de pouvoir vous écouter. Donc merci d'avoir accepté donc cette invitation et d'être venu un petit peu nous expliquer quels étaient vos objectifs, de où vous étiez issus et ce que vous attendiez de votre combat.